Mesdames et messieurs, bonjour. Dimanche dernier, les écureuils du Bénin ont battu les éperviers du Togo, compostant ainsi leur billet qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Tout le peuple béninois est en joie, mais au-delà de cet insulte, quelles peuvent être les retombées économiques de cette qualification des écureuils? Comment le Bénin peut-il profiter de cette opportunité? Le sujet est inscrit en décryptage de cette émission. Un autre sujet d'actualité, c'est le quitus fiscal. Retenez ce montant, 2,7 milliards de francs CFA. C'est ce qu'il a déjà rapporté au Trésor public dans le cadre des élections législatives. Question, pourquoi contraindre avant de payer ces impôts? Quel mécanisme faut-il mettre en place pour faciliter aux contribuables le paiement de ces impôts? Un juriste auditeur financier viendra nous éclairer avec son analyse. C'est le dossier de la semaine et Estelle Espérance Oropazou est déjà en position. Je vous la laisse vous gratifier de son plus beau sourire pour le mini-journal. C'est parti pour cette émission Week-Echo. Bonjour à tous et bienvenue dans le mini-journal. Le soleil, la terre et le temps, c'est le thème retenu cette année pour la journée internationale de la météorologie. Elle est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Et cette année encore, le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. L'occasion a été mise à profit par l'Agence de la météorologie pour organiser des journées portes ouvertes. Louis Koudogbo, Enoch Rumpati. Quel temps fera-t-il demain? C'est une question que chaque individu se pose ou devrait se poser en vue d'une bonne planification de sa journée. Pour ne pas se laisser surprendre par les aléas climatiques, consulter la météo devrait être un geste quotidien. Bien qu'étant un domaine de prédiction du temps par excellence, elle est loin d'être une science exacte. La prévision météorologique est probabilistique. Il ne s'agit pas d'un produit qu'on peut mettre dans une boîte pour faire des tests, voir si c'est bon ou c'est pas bon. Nous tenons compte des statistiques, des phénomènes locaux que nous observons, des images satellitaires qui nous parviennent pour faire les prévisions. Du fait de ce que nous ne pouvons pas maîtriser l'atmosphère. La prévision a toujours une marge. Même si tu es sûr à 100%, tu ne vas pas donner une probabilité de plus de 70%. Des équipements aussi divers que variés permettent d'étudier ces différents éléments du temps. Ici, vous avez l'ensemble vent qui est composé de l'anémomètre que nous avons au-dessus et de la girouette. L'anémomètre permet d'avoir la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. Nous avons des pluviomètres en zinc, nous avons des pluviomètres automatiques. Celui-ci, il est manuel en fait et nous l'appelons paysan parce que ce sont des pluviomètres que nous distribuons en fait pour qu'ils aient une certaine idée de la pluviométrie dans leur champ. Commémorer chaque 23 mars, la météorologie pour l'exactitude des informations tient compte des paramètres comme le soleil, la terre et le temps. La Terre, c'est la troisième planète la plus proche du soleil. Et de plus en plus, quand on parle de changement climatique, certains se demandent si c'est le soleil qui est en train d'augmenter sa brillance. C'est nous, humains, de par nos activités, qui polluons l'atmosphère, qui émettons des gaz à effet de serre, qui empêchent le rayonnement incident d'être suffisamment diffusé. Et donc ça reste dans la basse couche de l'atmosphère et ça a pour conséquence le réchauffement de la Terre. Au Bénin, la structure en charge de ces prévisions est Météo Bénin, une structure publique créée depuis 2016, mais qui reste inconnue du grand public. Voilà pourquoi 3 jours sont retenus par ses responsables pour la faire connaître et découvrir au grand public ses équipements et installations techniques et aussi à travers des communications et des échanges B2B. Le araigné est un produit ancré dans les habitudes alimentaires des Béninois. Ils l'apprécient d'ailleurs sous diverses formes et on en trouve presque à chaque croisement de rue. Vous l'avez sûrement déjà consommé sans jamais vous poser de questions sur son origine. Ulvaeus Balogun et Rebecca Adjinankou, eux, se sont posé la question. Réponse en images à travers ce reportage. Communément appelé araigné, ce produit alimentaire fait à base de bananes plantain est souvent consommé comme amuse-bouche, goûter
ou même comme un accompagnateur du petit déjeuner. Il est si ancré dans les habitudes qu'on oublie son origine. Le Hayue traditionnellement commençait sur la côte à la latitude de Anejo où nos grands-mamans, pour gérer le stock des avaries, faisaient le Hayue. Et puis, sur d'autres contrées, quand vous allez au Ghana, en Côte d'Ivoire, le Hayue existe. Eux, ils font du talé-talé, c'est du Hayue, tout ça là. C'est toujours pour gérer les stocks d'avaries. Il y en a même qui disent claco. Croustillant ou mou, les goûts diffèrent d'un client à un autre et pour différentes raisons. Le Hayue que je préfère, c'est le croustillant. Et j'exerce une activité qui m'amène à sauter souvent les repas. Et avec le Hayue, j'arrive à tenir toute la journée. Le croustillant marche beaucoup plus, parce que le croustillant s'amuse beaucoup plus. Hayue, nous vivons normalement. Si on est bolé, n'est pas délé, n'est pas yamilé, et pourtant, certains clients émettent des réserves quant à sa consommation. Ils soupçonnent un mélange de la papaye et de la banane plantain lors de la préparation. Un avis récusé par les producteurs. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a rien. Il y a des rumeurs qui courent que le Hayue, c'est de la banane, c'est quoi? C'est de la papaye coupée, puis on ajoute du sucre ou bien. Il y a des menteurs qui le font. Il ne m'est jamais arrivé de constater autre chose que de la banane. Donc je m'inscris en faux contre cette assertion-là. Le Hayue est classé de nos jours dans la catégorie des chips. Qu'il soit commercialisé de façon traditionnelle ou moderne, le Hayue reste et demeure un mets dont nombre de Béninois se délectent. L'art visuel béninois s'enrichit d'artistes talentueux. Rafi Okefolaran est un artiste peintre plasticien. Ses œuvres et leur originalité ont reçu les ovations du public. C'était à l'occasion d'un vernissage. Edwige Agossou, Patrick Adjabojou. Je pourrais vous dire que par an, je fais au minimum 8 expos dans des lieux prestigieux. Décor feutré et lucieux, tout visiteur au contact de ces peintures figuratives est ému par les couleurs. Un jeu de couleurs qui porte la signature d'un artiste, à la fois peintre et coloriste. Rafi Okefolaran, c'est lui. Ces tableaux puisent leurs éclats et originalité dans la peinture acrylique et à huile. Pendant mon parcours, j'ai beaucoup appris à travailler l'acrylique. Donc la peinture à huile s'est ajoutée au fil du temps parce que c'était devenu une nécessité pour continuer à peindre, pour faire évoluer mon travail. Son travail d'esprit est inspiré par l'actualité. Sur cette toile, l'artiste ose dénoncer ce qu'il voit autour de lui et ce qu'il regrette. Ce tableau, dénommé « La télé rend fou », en est une preuve. Les programmes de télévision doivent orienter les gens à travailler. Les autres, ils s'amusent parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils ont construit pratiquement tout. Du coup, ils ont le temps de s'amuser. Nous, on n'a rien fait, on s'amuse. Nous sommes dans un monde globalisé. On est dans un village. Les autres nous bombardent. Ils ont assez de moyens de nous bombarder de tout ce qu'ils veulent. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait face à cela? Rafi Okefolaran s'ouvre à d'autres supports artistiques et donne au public un aperçu de la diversité de son univers pictural. L'inspiration de l'artiste est allée au-delà des tableaux. Ce vélo est l'un des moyens utilisés par l'artiste pour également exprimer son art. Ici, chaque visiteur reçoit un bout de papier sur lequel il doit mentionner un mot magique, un mot pour la paix et l'harmonie dans le monde. On connaissait le travail de Rafi qui était jusqu'à présent essentiellement pictural. Là, il apporte une touche, un plus à son travail et c'est très bien. Les performances sont là éphémères, ça passe très vite, mais ça nourrit les débats et le bouche à oreille transporte très loin
ce qui n'a duré que 30 secondes, 1 minute. Je pense que Rafi, en nous proposant une démarche singulière ce soir, aussi s'inscrit dans cette démarche de construction de la signature. Et je trouve ça remarquable. C'est un gain pour son cheminement, je crois. L'originalité de ses œuvres d'esprit a séduit les regards. Ce vernissage, suivi de 2 semaines d'exposition, témoigne de la vitalité de son talent et de ses ambitions à vendre l'art visuel béninois sous toutes ses formes. Fin de ce mini-journal. Merci de l'avoir suivi et gardez votre position pour la suite de Wikeko. Merci à vous Estelle et la suite de Wikeko. Tout de suite, c'est la revue de presse économique de la semaine, une présentation signée Patrick Adiagodjo. Bonjour chers téléspectateurs de Wikeko, bienvenue dans la revue de presse économique. Les performances de l'économie béninoise séduisent les acteurs du tissu économique à l'échelle sous-régionale. Plusieurs entrepreneurs béninois sont honorés par la fondation Tony Elou-Melou. L'information est relayée par le quotidien du service public dans sa parution du mercredi 27 mars 2019. La Nation écrit à sa une « Résultat du Tony Elou-Melou Fondation Programme 2019 ». Les entrepreneurs béninois révélés. Le journal est allé un peu plus loin et nous apprend qu'ils sont 156 lauréats que la fondation du richissime homme d'affaires nigérien va aider pour une autonomisation en entreprise avec un engagement de 100 millions de dollars, soit 60 milliards de francs CFA sur 10 ans. Ce programme vise à identifier, former et favoriser la création d'au moins 1 million de nouveaux emplois. Dans le classement du programme 2019 de la fondation Tony Elou-Melou, le Bénin occupe la première place parmi les pays francophones et la deuxième place après le Nigeria. Au moment où les efforts des entrepreneurs béninois sont révélés au-delà des frontières nationales, le Bénin à l'interne sert de carrefour du numérique. La parution du quotidien La Nation du 26 mars 2019, titre « Digital African Tour 2019, un coup d'accélérateur à l'économie numérique ». Ce rendez-vous des acteurs de la transformation digitale de l'Afrique a permis d'évaluer et de jeter les bases d'une accélération de l'économie numérique dans divers secteurs, à savoir la finance digitale, la cybersanté, le e-agriculture et le e-sport. 2,7 milliards de francs CFA dans la caisse du Trésor public. L'information émane du quotidien Fraternité. Dans sa parution du jeudi 28 mars 2019, le journal écrit « Quitus fiscal pour les législatives 2019 ». La société civile annonce un chiffre de 2,7 milliards collectés. Le quotidien de Ménontin précise que la direction des impôts a collecté un montant total de 2,7 milliards à travers la réforme du quitus fiscal introduite par le gouvernement dans les pièces constituantes du dossier de candidature aux législatives de 2019. Parlons toujours économie, mais cette fois-ci de la prévarication des ressources publiques dans les greffes. Fraternité titre « Plus de 3 milliards de détournements imputables à Abou Seydou, ancien greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou ». Le journal nous apprend que pour éviter la mauvaise gestion dans les greffes, le gouvernement a pris la décision de former les greffiers à la gestion financière et comptable. Enfin, les produits pétroliers ont connu une légère augmentation pour ce mois d'avril. Essence, 520 francs CFA le litre. Pétrole, 555 francs le litre. Gasoil, 555 francs le litre. Mélange, 600 francs le litre. Ainsi prend fin cette revue de presse économique. À très bientôt.
Merci à vous, Patrick Adjaboudjou. Ça y est, c'est fait. Le Bénin se compte désormais parmi les nations qualifiées pour la CAN Égypte 2019. Que peut rapporter cette qualification à notre pays? On en parle juste après ceci. J'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Le premier, il répond au nom de Hospice Metoli. Vous le connaissez très bien, journaliste sportif à la télévision nationale. Bonjour Hospice. Bonjour, bonjour chers amis téléspectateurs fidèles de BB24. Et merci d'être sur ce plateau. Lui, on l'appelle Issa Hamadou. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? J'espère l'avoir bien prononcé. Oui, effectivement. Il faut vraiment manger avant de prononcer votre nom. Ah bon. En tout cas, heureux d'être sur ce plateau pour parler donc sport. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la radio Atlantique FM, c'est bien ça? Bien sûr. Merci. Eh bien, nous parlons sport, mais d'un point de vue économique, vous savez, la CAN Égypte 2019, c'est dans 3 mois environ. Beaucoup de pays se sont qualifiés. Dites-nous pourquoi cette ferveur au niveau des nations s'étant qualifiées pour participer à cette finale de la CAN. D'abord, pour commencer, Roch, vous savez que le foot, vous aimez très bien le foot, c'est d'abord un sport populaire. Tout à fait. Et ensuite un sport politique, donc un premier vecteur de diplomatie. La qualification du Bénin, RFI en a parlé hier, plein de chaînes en parlent. Donc du point de vue diplomatique, ce vecteur est plus puissant que tout autre ambassadeur. Tout à fait. Secondo, vous savez, la population, de façon, on va dire, parallèle, fait une transposition, parce que souvent dans les équipes nationales, vous avez des enfants d'un village, d'une commune, d'une circonscription électorale. Donc, vous parlez de retombées économiques, ça compte déjà à partir de là. Des gens ont pris le bus depuis Parakou pour venir supporter, par exemple, Mama Seibou, Mounier, qui sont des joueurs natifs du Borgou, qui sont en sélection. C'est pareil pour ceux qui sont d'Abomey, qui ont quitté Abomey pour venir supporter. Donc, les transporteurs gagnent de l'argent, les hôtels gagnent de l'argent, la bonne dame qui vont à manger au stade gagne également de l'argent. Voilà, beaucoup gagnent dans cette affaire-là. Alors Issa Hamadou, dites-nous, qu'est-ce que ça fait que de participer à cette compétition d'envergure internationale? Je pense que, comme a commencé par le dire Hospice Metoli, c'est une aubaine, c'est une chance eh bien, que tentent de saisir tous les pays, justement, tous les pays africains. Vous savez, lorsqu'on parle de la CAN, ça fait 24 meilleures nations de football africain. Qui n'a pas envie d'être dans ce concert de nations où on parle football pendant un mois, où toutes les caméras pratiquement du monde sont focalisées sur des équipes et sur leur pays? Eh bien, on parle nécessairement, on va dire, de l'économie. Parce que quand on parle d'un pays, disons au plan footballistique, on ne peut pas ne pas faire allusion justement à ce qu'on mange dans ce pays-là, à ce qu'on va dire, ce qu'on produit eh bien, dans ce pays-là. Lorsque, à la phase finale, par exemple, certains pays ont trouvé la passerelle, la bonne, de se retrouver à la CAN en créant, par exemple, ce qu'on appelle le village de la CAN, où dans ce petit village-là, créé circonstanciellement, on ne fait que la promotion, non pas du football, attention, mais plutôt des mets les plus consommés, peut-être au pays, les cultures les plus, on va dire, les plus en vue dans ce pays-là. On parle de la culture également. Chaque soir, il y a des artistes qui viennent prester et du coup, ça fait tout simplement, on va dire, une chance et un débouché pour les artistes, pour les artisans. Il y en a qui viendront découvrir des Égyptiens. Là, je prends l'exemple de la CAN, des Égyptiens, mais également des gens d'autres pays qui viendront découvrir les mets du Bénin. Et ça peut même les motiver à se déplacer pour venir à la mais c'est une fenêtre, c'est une aubaine. En mieux, les supporters qui se déplacent en masse, il y a des gens qui sont supportés certainement par le ministère ou je vais dire l'État. Il y a des privés qui prennent leurs propres moyens pour se déplacer, mais qui se déplacent avec des articles qui vont promouvoir sur place, sur site. La façon de s'habiller au Bénin, les tissus béninois, parce qu'il y a des produits, par exemple, au Bénin qui sont désirés ailleurs, ou des produits très bien faits au Bénin, mais qui sont méconnus ailleurs. Or, quand vous allez sur une Coupe d'Afrique des Nations, c'est 4 pays par poule. Ça veut dire que vous avez la chance de rencontrer 3 autres nationalités africaines
que vous allez côtoyer pendant votre séjour en phase de poule. Si vous allez plus loin, c'est que vous rencontrez encore d'autres. Donc, vous avez la possibilité de vendre votre pays sur le plan économique, touristique et culturel. Mais vous savez, pour vendre justement ces potentialités touristiques, culturelles, même culinaires, tout et tout, il faut que la presse joue un grand rôle. De votre point de vue, quel serait le rôle que la presse béninoise peut jouer dans cette qualification des écureuils pour que cela puisse engendrer plus de recettes, plus de retombées économiques pour notre pays? Ricardo, vous ne posez pas la question à la bonne personne. Vous savez pourquoi? Vous avez en face de vous, vous avez la chance d'avoir en face de vous quelqu'un qui a participé à une, voire 2 CAN, qui a participé à une Coupe du Monde junior. Donc, il sait mieux que moi, est en mesure... Rien ne dit encore que vous est en mesure... Non, je suis sincère en plus. Il est en mesure de vous dire ce que la presse représente au cœur d'une organisation. D'accord, très bien. Puisque Hospice vous renvoie la question, répondez-nous alors. Hospice a l'art de me donner, il ne sait pas, on va dire, tirer le drap de mon côté et non de son côté. Non, c'est vrai que pour participer, pour rendre, on va dire, plus visible les atouts touristiques, culturels et footballistiques d'un pays, il faut nécessairement une bonne communication. Absolument. Voilà. Et la bonne communication, je pense, ça commence déjà par nos petites émissions dans nos radios, dans nos télévisions, effectivement, comme un peu celle qu'on est en train d'animer. Il y a également les sites Internet, parce qu'ailleurs, on ne nous capte pas nécessairement. C'est vrai qu'actuellement, on est pratiquement sur la toile, on peut nous capter un peu partout, mais il y a que également les sites Internet sont, on va dire, sont une aubaine, sont une occasion pour mieux, justement, focaliser les regards de tous les Africains et même venant d'ailleurs, et bien sûr, ce qu'on produit au Bénin, ce qu'on mange au Bénin de mieux. Il y a que également, il faut, je dis, à un moment donné, compter sur les artistes. Oui. On ne le dit pas le plus souvent, c'est très important. Ouais. Lorsqu'un artiste se met à chanter, par exemple, pour les écureuils, et dedans, qu'il se met un peu à faire, on va dire, la promotion de nos cultures, de tout ce qu'on a comme danse traditionnelle, de tout ce qu'on a comme produits qu'on consomme. Nous en avons assez. Et la musique s'exporte. Et quand on arrive véritablement, on va dire, à permettre à tout le monde entier d'écouter, eh bien, et d'avoir ces visuels-là, c'est des choses extraordinaires. On ne le dit pas le plus souvent. Et je dirais mieux que le Bénin n'a véritablement jamais, on va dire, monnayer sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Il est temps, eh bien, pour qu'en juin prochain, nous puissions réellement, on va dire, changer les choses. Je m'apprêtais même à vous poser la question. Je vais plus loin avec Issa pour dire, le gouvernement actuel a envie de vendre le Bénin touristique. Oui. C'est une aubaine, cette participation du Bénin à la CAN, sur, que ce soit la télévision nationale ou sur les chaînes internationales comme Canal+, de positionner par exemple un spot sur ces avantages touristiques du Bénin, sur les matchs du Bénin, sur Canal+, sur des matchs qu'on cible être des matchs importants, de les mettre dessus parce que, je peux dire, la Terre, en tout cas en Afrique, s'arrête de tourner pendant cette compétition. Tout le monde veut tout voir et ne veut rien rater. C'est très important, tout le monde veut voir ce qui se passe. De l'autre côté, c'est l'occasion de présenter le Bénin, révéler, comme on le dit, les atouts dont dispose le Bénin. Mais vous savez, ce n'est pas pour la première fois que le Bénin participe à cette compétition. Il est, si je ne me trompe, à sa 4e participation. Mais les 2004, 2008, 2010. Les précédentes participations ont engendré quoi concrètement? Il faut être honnête, pour les précédentes participations, Issa ne va pas me démentir, nous n'avons pas souvent eu ce qu'on appelle le compte-rendu financier au bout. On sait que la première fois, il y a eu un téléthon pour on va dire, cotiser de l'argent, mais à la fin, on ne sait pas exactement combien a été collectionné, combien a été dépensé, qu'est-ce qui reste. Il y a une chose qu'on sait, on sait que tous les pays qui participent à la CAN, au bout du rouleau, il y a ce qu'on appelle les redevances télévisuelles qui sont reversées à ces pays. Voilà. Le montant est connu sur le site de la CAF. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait quand ça revient? Seuls les membres fédéraux peuvent en répondre. Et vous me permettez de poser cette question à Issa Ahmadou. De quoi bénéficient les pays qui participent à ces compétitions, de la CAF ou bien de la FIFA en termes d'argent? Le Bénin, à l'état actuel, qu'est-ce qui lui est destiné de droit comme moyen financier? Hospice parlait tantôt des droits télévisuels et marketing.
eh bien, que la CAF prend au fait pour, on va dire, récompenser les différentes nations. D'abord, quand vous êtes qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a que la CAF alloue 150 millions pour votre préparation. Ça n'a rien à voir avec les récompenses de CFA. 150 millions de francs CFA, et bien que la CAF alloue à chaque pays qualifié pour la préparation. Maintenant, lorsque dans la compétition, vous arrivez à atteindre les niveaux, je prends l'exemple du vainqueur, il touche, depuis 2017, il faut dire que la cagnotte a changé, le barème a changé. Avant, c'était 1,5 million de dollars. Maintenant, on est passé à 4 millions US, dollars US, ça, approximativement 2 milliards 500. Vous vous rendez compte pour le vainqueur, le finaliste malheureux à 2 millions d'euros US. Et même les pays, on va dire les pays éliminés au premier tour, vous avez par exemple le pays qui termine 3e de sa poule. Le plus souvent là on retrouve le Bénin. Bon, j'espère que cette fois-ci on va changer de position. L'objectif, ce sont les quarts de finale. Et ce sont les quarts de finale. Mais c'est dommage. On va parler de 8e de finale parce que 24 équipes maintenant, on aura les 2 premiers plus 3 meilleurs deuxièmes qui vont se retrouver du côté de la seconde phase. Donc on a des chances. En fait, on a des chances effectivement de prendre quand même une bonne cagnotte. Je vais revenir un peu à ce que je disais tantôt. Le dernier même des matchs de poule. Très rapidement parce qu'on me fait déjà de gros signes de l'autre côté. Le dernier des matchs de poule touche 298 millions de francs CFA. Vous vous rendez compte, ajouter déjà aux 150 millions de préparation, c'est une bonne cagnotte. Maintenant, quand ça vient au pays, Hospice a commencé par le dire, la gestion, elle est souvent opaque. J'ajoute quelque chose. En dehors des 150 millions, le staff plus l'effectif, tout est pris en charge en matière d'hébergement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu vous poser d'autres questions. Malheureusement, nous avons été pris par le temps. C'était intéressant. Malheureusement, c'est ça le sport. Malheureusement, c'est ça le sport. Merci à vous, Hospice Metoli. Merci à vous, Issa Ahmadou. Nous allons tout de suite enchaîner avec le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, vous savez, il aura fallu l'exigence de cette pièce, le quitus fiscal, avant d'être candidat aux législatives au Bénin, pour qu'on se rende à l'évidence que beaucoup de contribuables ne payent pas leurs impôts. L'opération aura permis d'engranger environ 2 milliards 700 millions de francs CFA. Pourquoi contraindre avant de payer ses impôts? Existe-t-il des mécanismes de facilitation pour payer ses impôts? Eh bien, on en parle, mais avant, je vous invite à écouter les citoyens. Il faut d'abord que ce ne soit pas ressenti comme une contrainte, que ce soit ressenti comme un devoir que tout citoyen doit accomplir. 2 milliards 700 millions pour une période aussi courte. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas important. Le Trésor public a déjà mobilisé 2 milliards 700 millions de nos francs CFA dans cette réforme de quitus fiscal, juste pour les élections législatives. Et ce n'est pas fini. Il y a encore des gens qui continuent de payer des impôts. Donc facilement, on peut aller à 3 milliards. Donc vous comprenez que c'est vraiment utile pour le Bénin. Ce n'était même pas budgétisé. Aujourd'hui, on a près de 3 milliards qui s'ajoutent aux recettes de l'État. C'est important. C'est pourquoi j'exhorte par votre canal les citoyens béninois à se mettre à jour vis-à-vis du fisc. Quand on se dit on paye les impôts, on pense un instant que ce sont les entrepreneurs, que ce sont les opérateurs économiques qui peuvent que payer les impôts. Non, tout citoyen paye l'impôt parce que c'est l'impôt qui permet de construire la nation. Notre pays n'a pas d'autres ressources que les impôts. C'est un budget essentiellement ou prioritairement fiscal et nous devons payer nos impôts pour que l'État puisse fonctionner. Je trouve que c'est une grande réforme et il faut aller au-delà des politiciens. Si nous faisons en sorte que ce soit un réflexe pour nous de payer les impôts, alors imaginez ce que ça va être. Nous imaginons bien ce que ça va être. Et mon invité, il est déjà sur ce plateau, Abdelaziz Akambi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes juriste, auditeur financier. Vous êtes également acteur de la société civile, une société civile qui s'est prononcée récemment sur ce quitus fiscal et le montant que cela a rapporté. Nous sommes là pour en parler.
Et en face de vous, pour m'accompagner, est-ce qu'il faut vous appeler Eladji puisque vous avez mis votre chapeau? Je m'appelle Patrick Adjagodjou. Oui, Patrick Adjagodjou, c'est lui qui m'accompagne, c'est lui qui a d'ailleurs réalisé cette Vox Pop. Vous avez la parole. Merci, Roch Akouenou. Bonjour, chers téléspectateurs de BB24. Nous avons pour vous un invité spécial. C'est un auditeur financier pour parler de l'importance de l'impôt. Est-ce que c'est nécessaire de payer cet impôt? Monsieur Abdelaziz Akambi, 2,7 milliards dans la caisse du Trésor public. Est-ce que c'était obligatoire de contraindre le citoyen avant d'engager cette somme pour le Trésor public? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, il y a une nuance à faire. Quand on parle d'impôt, il faut retenir tout simplement que l'impôt n'est pas quérable, mais plutôt portable. Portable, c'est-à-dire le citoyen, de façon spontanée, doit se déplacer pour aller faire ses déclarations fiscales. Et au-delà de cette liberté qui est attribuée aux citoyens, c'est d'abord un devoir constitutionnel. La Constitution, en son article 33, exige à chaque citoyen de faire périodiquement ses déclarations et de se départir de ses impôts, du paiement de ses impôts. Mais ça ne devrait pas être une contrainte. Aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve à contraindre nos candidats aux élections, ceux qui sont appelés à nous diriger, ceux qui sont appelés à nous conduire demain, on en vient à les contraindre avant de pouvoir. Et pourquoi l'impôt est-il devenu quérable aujourd'hui? Ben, il est toujours portable. Oui, parce que si on contraint les gens à payer, ça veut dire que quelque part, il est quérable. Il y a quelque chose qui se faisait, ça se faisait déjà d'abord. À chaque élection, les candidats présentaient quand même la preuve du paiement de leurs impôts, surtout ceux qui ont eu la chance d'aller au présidentiel. Donc, c'était déjà là. Mais sauf qu'il n'y avait pas ce document, le quitus fiscal dont il est question aujourd'hui, n'existait pas, ça existe, mais ce n'était pas fait obligation aux candidats de le produire. Sinon, tout un chacun payait toujours. Maintenant, c'est également une décision politique. Je pense qu'il faut l'analyser comme étant une décision politique et non dénaturalisation de l'impôt. L'impôt reste toujours portable. La preuve, c'est sur la base de la déclaration des requérants, en fait, que l'administration fiscale a pu continuer ses enquêtes. N'oubliez pas, il y a ce qu'on appelle redressement fiscal en matière d'impôt. Vous faites vous faites d'abord votre déclaration, il revient à l'administration fiscale d'aller vérifier si vos déclarations sont exhaustives, exactes et tout avant de vous délivrer ce document. Mais vous voyez, lorsqu'on pense à ce montant qu'on a pu collecter dans cette opération, c'est assez important, 2,7 milliards de francs CFA. Ça veut dire que si on n'avait pas fait obligation, ça serait dans la nature, dans les poches des gens. Oui, c'est d'ailleurs pour cela que je parlais de style de gouvernance. 2,7 milliards, c'est vrai, quand on prononce, ça sort de l'entendement, on se dit « Waouh, on aurait pu ». Ouais. Je pense que c'est un problème d'éducation, de culture. Nous n'avons pas la culture de payer spontanément nos impôts. Et vous voyez, si durant tout ce temps-ci, tous les citoyens, autant qu'on est arrivé à faire régulièrement nos déclarations, nous qui sommes nous qui sommes indépendants et qui faisons des consultations, spontanément nous allons payer nos AIB. Pourquoi ne pas l'exiger aux autres? Les opérateurs économiques également, pour postuler au marché public, ils payent également leurs impôts, ça ne se dit pas souvent. Et les autres citoyens et les autres hommes politiques qui profitent d'ailleurs des retombées de ces ressources, pourquoi ne pas s'acquitter de ces impôts? Et si le citoyen paye son impôt, à quoi cet impôt va servir? Peut-être que parce que le citoyen ne sait pas à quoi l'impôt sert finalement. C'est pour ça qu'il ne s'acquitte pas de son devoir. On est en mesure de le dire. Mais au-delà de cela, je pense que c'est d'abord la faute à l'État. La faute à l'État en ce sens où il ne communique pas assez aux citoyens qui ignorent même les impôts qui leur sont imputables. Et quand vous vous rapprochez d'eux, il y en a qui vous disent « Ah bon, je devrais le payer, je ne savais pas ». C'est comme la TVA également, où, un exemple, quand vous payez la TVA est supportée par le dernier consommateur. Mais quand vous êtes intermédiaire à un moment donné,
Vous prenez, vous achetez, vous gardez seulement. Alors que si vous n'êtes pas le dernier consommateur, vous devrez rentrer dans le processus de remboursement de cette TVA. Donc c'est tout un processus. Il faut que les responsables des administrations fiscales informent la population sur cela. Le premier pan. Deuxième pan, c'est d'abord la notion de redevabilité. Nous, citoyens, nous faisons ce qui est de notre devoir. Il revient à l'État de nous retourner l'ascenseur. Et c'est d'ailleurs en payant ces impôts que le citoyen peut de façon objective interpeller les dirigeants sur la manière dont ces ressources sont utilisées, sur la manière dont les infrastructures nécessaires à une meilleure condition de vie, sur la manière dont ces infrastructures nous sont octroyées. Parce que autant que vous êtes, allez un peu à l'intérieur de nos contrées, vous allez constater nos rues qui laissent à désirer et qui endommagent tout le temps nos véhicules, nos moyens de déplacement. Mais personne n'a le courage d'interpeller le maire, le CA ou même les autorités locales. Parce que tout simplement, nous-mêmes n'avons pas pris la mesure, nous n'avons pas pris l'habitude de faire ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est déjà un début. Autant qu'on est, si on peut rentrer dans cette dynamique où chacun va payer ses impôts, on est en mesure d'interpeller même le député qui prend l'argent du contribuable à des fins privées, on est en mesure de l'interpeller là-dessus. Tout à fait. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas parce que la population estime ou le contribuable estime que l'impôt est plus élevé, est souvent élevé, qu'il s'obstine à aller les payer? Que faut-il faire pour lui faciliter le paiement de ces impôts? Les mécanismes. Non, c'est pertinent, parce que votre analyse est vraiment pertinente. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un État purement fiscal. Nous n'avons pas d'autres ressources. Et que c'est sur la base des impôts collectés que l'État arrive réellement à fonctionner. L'État arrive à satisfaire les besoins du citoyen que nous sommes. On peut, à la limite, demander à l'État, c'est vrai, de voir dans quelle mesure alléger, assouplir les conditions de paiement. Et même si c'est pour payer par tranche, c'est de ça que je parle en parlant d'assouplissement des conditions de paiement pour permettre aux citoyens, parce que si vous devez payer peut-être 100 francs en une fois et qu'on vous dit non, écoutez, amenez juste un franc sur 10 jours et que ça passe. Et il y a également les délais. Les délais, parce qu'en matière de déclaration, c'est vrai que vous êtes libre de payer vos impôts, de déclarer vos redevances fiscales, mais c'est dans des délais prescrits par la loi. Et au-delà de ces délais, c'est que vous êtes frappé de pénalités. Et le citoyen qui, de bonne foi, se présente pour dire je veux faire telle déclaration et qu'on lui oppose du fait qu'il soit venu en retard et qu'il doit payer encore des pénalités. Vous convenez avec moi que ce citoyen... Est-ce que, avant de vous poser votre question, déjà, est-ce que ce ne sera pas le cas pour, par exemple, la TVM? Vous savez que nous tendons vers les derniers jours de paiement de la TVM. Aujourd'hui, il y a tellement de foule immense au niveau des recettes de perception. Oui, c'est le cas. La preuve, à partir du lundi prochain, vous et nous, qui n'avions pas pu encore payer, ou ceux qui sera frappé de pénalité. Dites-nous, le financier que vous êtes, on sait que payer son impôt, c'est accompagner le développement de son pays. Et on sait que très souvent, les populations, de façon libre, volontaire, ne payent pas leurs impôts. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'éduquer la population, une éducation fiscale et civique? C'est cela que je parlais tout à l'heure en invitant les autorités de l'administration fiscale à communiquer, à sensibiliser. C'est déjà l'éducation à la base. Vous voyez, quand vous allez dans les pays développés, ils sont conscients que leur pays est construit sur la base des ressources qu'ils apportent eux-mêmes. Et ils sont fiers même de contribuer. Ils sont fiers de participer au développement. Et je pense que c'est ce patriotisme qui nous manque, et auquel on doit inviter tout un chacun à rentrer vraiment dans cette dynamique pour que, au lieu qu'on ait l'impression que les impôts sont devenus quérables, que ce soit toujours portable et que nous soyons fiers de payer nos impôts et que nous soyons fiers de contribuer au développement
de nos localités, de notre pays en général. Peut-être la toute dernière question que je voudrais vous poser, êtes-vous d'avis de ceux qui pensent que amener les citoyens à payer leurs impôts pour qu'on ait aujourd'hui dans la caisse du trésor public 2,7 milliards, c'est une vision économique du gouvernement et très bénéfique pour l'économie nationale? Très bénéfique, et je dirais d'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter aux députés, il faut l'imposer à tous les candidats à quelque élection que ce soit. Parce que, vous savez, c'est d'ailleurs, et ça sous-entend la notion de bonne gouvernance. Ça vous prédispose à la gouvernance. Parce que quand vous-même, vous participez, vous contribuez à construire une économie, il vous est difficile de revenir gaspiller les ressources que vous-même vous avez contribué à le faire. Merci infiniment à vous, Abdelaziz Akambi, juriste, auditeur financier. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Oui, vous savez, on a d'autres occasions. Il développe tellement si bien le thème qu'on n'a pas envie de se séparer de lui. Nous allons vous inviter une autre fois. Merci à vous, mesdames et messieurs. C'est pratiquement la fin de cette émission. Déjà, retenez que payer ses impôts, c'est accompagner le développement de son pays, c'est donner les moyens financiers à l'État de réaliser les infrastructures de développement pour le bien-être et l'épanouissement de la population. C'est fini pour Week-Echo aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain.